Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Indemnité de la journalière de la sécurité sociale, les clés pour réussir. Ce webinaire est le premier autour de 3 webinaires sur le cycle de vie des IJ. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel chez Heming et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation en format PDF vous sera envoyé par email à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. À présent, je suis ravie de vous présenter nos intervenants du jour. Christian Zamora, manager IGSS chez Heming. Bonjour Christian. Bonjour Alexandra, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et Nicolas Delespinet, ingénieur commercial spécialisé en ressources humaines chez Heming. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra, bonjour Christian. À présent, je vous propose de découvrir le programme de ce webinaire aujourd'hui. Dans un premier temps, nous vous présenterons les éléments de contexte et cadre légal des IGSS. Et pour finir, nous vous dévoilerons toutes les clés pour réussir, comment atteindre un taux de recouvrement optimal en y allouant le moins de ressources possible et bien évidemment les pièges à éviter. À présent, je laisse la parole aux experts et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Alexandra. Écoutez, merci à toutes et à tous. On est ravis, Christian, Alexandra et moi, de vous voir tous connectés pour ce premier des 3 webinaires JSS qui sont programmés au cours de cet automne par Heming. Parmi vous, un certain nombre d'experts payent, notamment des gestionnaires, managers, des RH. D'autres aussi qui sont plus sur des fonctions, sans doute finance ou achat aussi. Notre approche sera globalement assez généraliste, avec des points de focus dédiés sur les thématiques que vous connaissez en partie pour certains. Si vous êtes présent en tout cas ce matin, c'est sans doute que vous avez la chance, on peut dire ça comme ça, de pratiquer la subrogation, comme près de 60% des entreprises et des employeurs en France. En tout cas, le sujet du recouvrement d'IJ est globalement à la croisée de plusieurs problématiques majeures. D'abord, l'absentéisme, qui est toujours croissant, puisqu'il est en hausse de 21% depuis 2019, malgré la fin du Covid. Donc, il y a des conséquences en termes de montant d'IJ, on y reviendra. D'autre part, le caractère pénurique de la fonction d'expert paye sur le marché de l'emploi actuellement. Des problématiques autour de la trésorerie des entreprises dans le contexte inflationniste que l'on connaît tous. Et puis des réflexions sur la santé mentale, les risques psychosociaux, sur la charge des collaborateurs, la charge de travail des collaborateurs, l'engagement et la fidélisation des équipes. Alors aujourd'hui, nos consultants et team leaders avaient à cœur de vous partager quelques astuces, des tips pour recouvrer efficacement effectivement vos IJ en y passant le moins de temps possible. Et au passage, je les salue. Alors quelques éléments qui sont issus du 15e baromètre de l'absentéisme que l'on sort tous les ans en partenariat avec AG2R, la mondiale. La restitution de ce 15e baromètre a été effectuée début octobre et il en ressort un certain nombre d'éléments contextuels sur l'absentéisme, puisque effectivement il a une conséquence directe sur vos montants d'IJ. D'abord, effectivement, un taux d'absentéisme, mais vous le savez si vous avez participé au webinaire dédié à ce baromètre, un absentéisme moyen de 6,7% en 2022, en moyenne 24 jours d'arrêt par collaborateur. Un autre élément, 47% des salariés qui ont été absents au moins une fois pendant le courant de l'année 2022, alors que ce n'était que 41% en 2020. 83% du taux d'absentéisme est dû à la maladie simple. On peut passer sur le suivant. Un autre élément qui est important aussi, 2 fois plus d'absences de courte durée, de 4 à 7 jours, donc qui ont des impacts en termes de saisie, d'arrêt et de recouvrement d'IJ. Polyabsence aussi, donc c'est un critère qui était peu suivi auparavant, mais qui est aujourd'hui représentatif. On a 20% des salariés de moins de 40 ans qui ont eu à minima 3 arrêts maladie au cours de l'année.
Et là, on fait tout de suite un lien vers le coût de l'absence et avec un premier KPI qui est intéressant, c'est un point d'absentéisme équivaut en termes de coût à 1,5 point de masse salariale. Donc là, chacun peut se positionner et faire un lien direct avec effectivement son propre taux d'absentéisme dans sa structure. Voilà, donc on voit effectivement ce taux-là qui grimpe, qui continue de grimper sur 2022 en s'établissant à 6,7, donc une croissance de 21%. Qu'est-ce que ça représente en fait? Quels sont les enjeux? Ça représente en fait plus de 16 milliards d'euros d'IJ versés par l'État en croissance de 13% par rapport à 2021. Donc ce sont des montants colossaux, hein. Cela représente alors, globalement 60% de ces indemnités JSS au global sont issues du secteur privé. L'emploi public, lui, représente 20% du marché de l'emploi total, enfin de l'emploi total, mais pèse 40% des indemnités liées aux arrêts maladie. D'autres éléments de contexte, hormis effectivement du Covid et un variant de Covid qui refait un peu surface sur cet automne, on a quelques éléments de contexte au niveau légal, social. D'abord, la Convention d'objectifs de la sécurité sociale qui prévoit globalement à terme, d'ici 2027, une réduction des effectifs alloués à la gestion des IJ dans les CEPAM. À peu près 1700 suppressions de postes en non-remplacement de départ en retraite, manifestement, et aussi une priorité qui est mise déjà aujourd'hui sur la relation prioritairement au sein des CEPAM sur l'assuré et le professionnel de santé. Autant dire que les employeurs ne sont pas une priorité de traitement et en tout cas de réception d'appels pour les CEPAM. Disparité de traitement aussi au sein des CPAM, elles ont eu beaucoup de retard, elles commencent à résorber un peu leur retard de traitement, mais il y a beaucoup encore de CPAM qui sont débordées, qui subissent aussi elles aussi de l'absentéisme. Et ce qui fait que le délai moyen de versement des IJ est passé de 27 jours en 2019 à plus de 33 jours en 2023. Et ça ne risque pas de s'améliorer à court terme. D'autre part, en termes de veille légale, donc la loi de finances n'est pas encore votée. Il y a eu des tentatives de l'État, il y a en tout cas une intention de l'État globalement à vouloir réduire le montant global des IJ, de rendre obligatoire également la subrogation pour certains types d'arrêts. C'était déjà en prévision l'année dernière, ce n'est pas le cas encore cette année, mais ça pourrait le devenir. Tentation aussi de l'État de mettre à charge de l'employeur les IJSS du 4e au 7e jour, mais ça ne sera pas dans la loi de finances 2024 a priori. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces aspects-là. Et toujours en termes d'enjeux, qu'est-ce que ça représente ce sujet des IJSS? En fait, c'est un enjeu de traitement d'abord, de TP de traitement, de charge de travail pour vos équipes. On a un KPI qui est courant, qu'effectivement à peu près il faut un ETP pour gérer à peu près 500 000 euros d'IJ subrogés à l'année. Il est variant d'une entreprise à une autre en fonction de l'absentéisme, en fonction de votre typologie, mais le KPI est assez représentatif. C'est aussi un enjeu de trésorerie pour les entreprises dans le contexte inflationniste qu'on connaît. On évalue à peu près à 350 euros le montant d'IJ par salarié par an. C'est une moyenne qui est éprouvée. Et sur ce montant total d'IJSS, on a en moyenne 15 à 30% effectivement d'IJ non recouvrés, avec des entreprises ou des structures qui sont très performantes pour le recouvrement d'IJ, qui y mettent les moyens et l'organisation qui va avec, mais d'autres qui, à un moment donné, ont été débordées et sait très bien, dès qu'on lâche un petit peu sur ce sujet, le montant d'IJ non recouvré augmente. On a aussi un élément qui est courant, c'est que si on constate, les entreprises qui font appel à nous, qu'on constate qu'un montant d'IJSS qui sont prescrites de plus de 6% du montant annuel. Donc si on ne fait rien, on a en moyenne 6% de vos IJ qui seront prescrites et que vous devrez passer en perte.
Un exemple là qu'on a indiqué, à peu près 1000 salariés dans une entreprise qui gère elle-même le recouvrement d'IJ. Vous allez avoir en moyenne 157 000 euros d'IJ non recouvrés au cours des 24 derniers mois, plus le trimestre en cours. C'est le délai sur lequel on peut revenir. Et ça veut dire en moyenne 9 000 à 10 000 euros d'IJ qui seront à passer en perte. C'est aussi un enjeu de continuité opérationnelle au sein de l'équipe, un enjeu d'engagement collaborateur. Pourquoi? Parce que on se rend compte que de plus en plus de DRH se posent la question d'enlever cette tâche chronophage et qui n'est pas très gratifiante du recouvrement d'IJ. Et il s'agit aujourd'hui de fidéliser ces équipes, ces experts paye, en leur peut-être leur ôtant certaines tâches chronophages. Christian, j'en ai dit quelques éléments. Je peux te laisser prendre la main peut-être sur justement le schéma de traitement des IJSS. Oui, tout à fait. Merci Nicolas pour ces différents éléments de contexte de manière plutôt générale sur 2023. Moi, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les IGSS et refaire un petit focus sur le schéma du traitement de l'absence, du départ jusqu'à la fin. Donc, vos salariés aujourd'hui qui sont absents ont des obligations d'envoyer leur SAFA d'arrêt de travail, soit à l'employeur, soit à la caisse. Donc, ils doivent faire ça dans les 48 heures. Donc, c'est la première étape finalement de ce suivi de gestion de l'absence. Alexandra, j'ai perdu la slide. Merci. Donc, suite à l'envoi de cet arrêt de travail, vous allez le recevoir et vous allez avoir votre part aussi des obligations côté employeur qui va être dans un premier temps de traiter l'absence en paye. Et ensuite, ce traitement de l'absence en paye va se traduire par une déclaration, alors aujourd'hui essentiellement de DSN événementiel ou d'attestation de salaire manuel pour notamment les structures dans la partie publique qui ont eu un décalage de mise en place de DSN. Donc, suite à ces déclarations-là, le troisième acteur qui rentre en ligne de compte sur ce traitement de l'absence est l'assurance maladie. Ça peut être la CPM, la MSA ou les caisses générales de sécurité sociale dans les dom-toms. Donc, ce que va faire l'assurance maladie, c'est qu'elle va contrôler la cohérence de ce qui a été déclaré par l'employeur. Elle va mettre ça aussi en parallèle à l'arrêt de travail qui a été reçu de la part du collaborateur. Et si tous les éléments sont concordants, elle va calculer le montant de l'IJSS en vue d'un versement. Et ensuite, elle va, en fonction de la déclaration qui a été faite par l'employeur, le verser soit directement au collaborateur si aucune demande de subrogation n'a été effectuée, soit la verser directement à l'employeur si l'employeur a fait une demande de subrogation. Donc très concrètement, la subrogation, qu'est-ce que c'est? Alors la subrogation, ça veut dire dans un premier temps, c'est lorsque l'employeur, lui, il va se substituer au collaborateur dans la perception de ses IJSS directement. Puisque l'IJSS est une indemnité qui est personnelle, qui est liée à un arrêt de travail d'un salarié. L'employeur, lui, a le droit de faire une demande de subrogation dans le cas où il fait un maintien de salaire et une avance d'IJSS. Donc, ce qu'on a remarqué au travers des différentes benchmarks et missions que l'on mène, c'est qu'à peu près en France, 60% d'entreprises aujourd'hui qui pratiquent du maintien de salaire et de la subrogation en tout ou partie de leurs collaborateurs. Et cela se traduit tout simplement par un versement direct au collaborateur d'un montant en paye qui correspond aux IGSS auxquels il a droit, qui sont soit en général précomptés par le logiciel de paye, et d'une indemnité complémentaire qui est versée par l'entreprise, qu'on appelle maintien de salaire ou garantie sur le net. Donc il y a des appellations qui sont différentes et variées en fonction des logiciels de paye. Et ce qui permet finalement ensuite de se faire rembourser directement le montant des IJ par la CPM directement auprès des employeurs. Donc schématiquement, finalement, ça se traduit donc suite à la réception, la saisie des arrêts, pour les structures qui ont un précompte mis en place, donc une avance est faite aux salariés lors du traitement en paye. Ensuite, la déclaration de la DSN ou l'attestation de salaire fera apparaître une mention de subrogation. Donc cette mention-là, ce sont tout simplement des dates de début et de fin de subrogation. Suite à cette demande de subrogation, donc des remboursements sont effectués, donc nécessiteront pour avoir un bon suivi d'IJSS de faire une analyse du remboursement, de faire éventuellement un appel à l'organisme de sécurité sociale
si des écarts sont constatés, pour ensuite récupérer l'intégralité du remboursement et éventuellement passer des écarts en paye si le montant qui a été avancé est différent de celui qui a été remboursé. À présent, nous vous interrogeons avec ce premier sondage qui apparaît sur votre écran à l'instant et nous vous posons cette question. Le taux de recouvrement de vos IJ est-il un KPI que vous suivez? Oui, non, je ne sais pas. Nous vous laissons quelques secondes pour y répondre. Eh bien, une première tendance se dessine déjà. Très bien, vous êtes déjà la moitié à avoir répondu. Nous vous laissons encore quelques instants pour y répondre. Très bien, plus de 80% d'entre vous ont déjà répondu. Très bien, le sondage est maintenant fermé et nous vous partageons à l'écran les résultats de ce sondage. Nos experts commenteront ce sondage. Christian, Nicolas, je vous laisse commenter. Je t'en prie, Christian. Nous constatons que le taux de recouvrement de vos IJ, vous avez répondu à 59% oui et à 23% non et à 18% je ne sais pas. Christian, souhaites-tu commenter ces résultats? Oui, tout à fait. Donc, ce que je remarque en effet, c'est qu'aujourd'hui, donc vous êtes majoritairement à avoir répondu à 60% pratiquement oui sur ce taux de recouvrement. Alors aujourd'hui, c'est important de savoir que le taux de recouvrement est un KPI qui est à suivre, c'est une de nos recommandations. Je vois que dans la pratique, c'est assez suivi. Il faudrait en effet que les 40% restants puissent avoir cette visibilité-là, mais on le verra, ce KPI de suivi n'est pas forcément évident à mettre en place si il n'y a pas un suivi régulier des IGSS et surtout des outils qui permettent d'identifier le taux de recouvrement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est automatique. Et je vous propose de voir ça dans les slides qui suivront sur les différentes clés de réussite sur lesquelles on pourra voir de quelle manière faire ce suivi. Donc suite à ce sondage et les différents éléments qu'on s'est posés, qu'on vous a présentés dans le contexte, on peut se poser la question déjà dans un premier temps, c'est est-ce qu'on pense que le processus de remboursement est automatique? Et finalement, dans la première clé que l'on va vous livrer aujourd'hui, ma réponse malheureusement sera non. Puisque ce n'est pas automatique. Alors c'est en partie automatisé depuis la mise en place de la DSN événementielle, qui n'est pas mise en place non plus pour toutes les structures aujourd'hui. Et finalement aujourd'hui, ce n'est pas automatique pour un certain nombre de raisons. Donc on vous a listé sur ce visuel-là on va dire pratiquement l'exhaustivité des causes fréquentes de non-remboursement. Alors sur ces causes de non-remboursement, il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles de non-remboursement. Alors un premier cas qui sera la famille de non-remboursement liés à des actions qui n'ont pas été menées de la part de l'employeur. Ensuite, le non-remboursement lié à des actions qui n'ont pas été menées de la part du collaborateur. Et ensuite, une dernière famille qui est en général la plus succincte, qui est liée à des actions qui n'ont pas été réalisées de la part des caisses. Donc majoritairement, ce que vous voyez dans le graphique à 34%, ce sont la cause la plus principale et qui est en fait liée à des actions non réalisées par les collaborateurs, qui est tout simplement la transmission de l'arrêt de travail par votre salarié. Alors dans ces causes-là, souvent, alors soit que l'arrêt n'est pas transmis, soit les caisses n'ont pas reçu l'arrêt de travail. Alors comme l'évoquait Nicolas tout à l'heure, aujourd'hui ils ont un retard de traitement qui a été très conséquent sur 2020. Ils ont du mal à rattraper leur retard et puis se retrouvent encore aujourd'hui à avoir des piles d'arrêt de travail qui ne sont pas forcément traitées dans les temps. Ensuite, donc, si on reste sur la partie collaborateur, on va avoir des actes de naissance non reçus par les caisses qui peuvent bloquer des arrêts paternité ou éventuellement aussi des arrêts maternité. On va avoir aussi des bulletins d'hospitalisation non reçus puisque le collaborateur a tort, comme le bulletin d'hospitalisation ne ressemble pas à un certificat d'arrêt de travail, il ne pense pas l'envoyer à la caisse. Et je pense que c'est à peu près tout sur la partie salariée.
Côté employeur, on remarque que principalement on est sur des attestations de salaire ou des DSN qui n'ont pas été envoyées principalement, donc 8%, et les attestations de salaire qui ont été rejetées ou les DSN qui ont été rejetées qui nécessitent une rectificative. Donc en cumulé, on est sur 22%, donc aujourd'hui les deux causes majoritaires, c'est vraiment ce point-là. Et malheureusement, donc la mise en place de la DSN événementielle n'a pas résolu ce problème-là, puisque ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que bien souvent, les structures qui déclarent les DSN événementiels dans les temps, mais la CPM n'ayant pas eu le temps d'enregistrer l'arrêt de travail, va par défaut refuser et rejeter la DSN événementielle tant que l'arrêt n'est pas enregistré. Et dès qu'il sera enregistré, finalement, ne reprendront pas ce qui a été déclaré et ça nécessitera une nouvelle déclaration. Côté employeur, ce qu'on remarque aussi, c'est que par moment, on peut avoir des écarts sur les dates de subrogation, donc des erreurs dans les déclarations. Il peut y avoir aussi des écarts sur les taux d'indemnisation, ce qui peut arriver. Et puis, dernier point, c'est sur les caisses qui, elles aussi, ont leur part de responsabilité. Donc, il y a une bonne partie, 8%, la partie verte, qui sont finalement des dossiers complets. Donc ça, on peut le voir régulièrement. Ils ont tout ce qu'il faut, mais finalement, il faut les appeler pour faire des réclamations. Et puis, on se rend compte aussi qu'ils peuvent rembourser directement vos collaborateurs, faire des erreurs à ce niveau-là. Et puis, dernier point aussi, ce sont les dossiers non indemnisables suite à des décisions du Conseil, suite à des sanctions qui sont émises par les CPM et qui nécessitent finalement d'aller creuser pour savoir quelle est l'action à faire et à réaliser. Clé numéro 2, et celle-ci est très importante, c'est de mettre en place une organisation efficace. Donc une organisation efficace, elle est vraiment sur les 4 points que l'on peut voir. Premièrement, c'est vraiment traité au fil de l'eau. Donc finalement, on peut le voir, la gestion de l'IJSS nécessite une assiduité dans le traitement, une organisation de production. Donc ce que j'entends par là, c'est que des processus soient clairement établis avec des temps de travail dédiés mensuels pour pouvoir faire des relances et des vérifications, ce qui permettra de faire des actions au plus tôt lorsqu'on a des anomalies. On le sait très bien, une absence qui est bloquée, plus elle est ancienne et plus ça sera compliqué de pouvoir résoudre le problème. Ensuite, c'est important aussi d'avoir la capacité à gérer les anomalies et ça passe par une bonne compréhension des problématiques qui permettra ensuite d'être autonome pour proposer la solution adéquate à la résolution du problème. Cette capacité à gérer les autonomies, ça permettra aussi d'avoir une bonne réactivité et d'avoir un diagnostic qui sera de qualité lorsque les CPM seront contactés pour savoir exactement ce qu'il y a à faire. Troisième point important, c'est de savoir s'adapter à la situation. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut se mettre à la place du collaborateur. Aujourd'hui, vous avez tous dans vos structures un turnover qui peut être plus ou moins important. Vous avez des sorties pour des personnes qui partent à la retraite, qui ont décidé de démissionner. Vous allez avoir des nouveaux collaborateurs qui vont rentrer. Et en fait, ils n'auront pas tous le même niveau de compréhension de leurs obligations au niveau de l'absence. Donc il faut se mettre à la place du collaborateur dans son environnement et finalement dans sa compréhension des niveaux. Et finalement, c'est ce qui vous et aussi l'adaptation à la situation par rapport finalement aux arrêts qui sont à débloquer. Et il faut faire un arbitrage entre le montant des enjeux et des absences importantes et aussi les causes de blocage qui permettront de définir des priorités pour pouvoir maximiser rapidement le retour finalement du montant des IJ qui sont à récupérer. Et dernier point important, c'est de penser à l'intégration avec les différents services. Donc majoritairement aujourd'hui, la gestion de l'IJSS est gérée par les équipes paye. L'équipe paye aujourd'hui, sa mission prioritaire, c'est de pouvoir faire la paye, sortir la paye avec un calendrier qui est strict. Et du coup, il faut bien penser, lorsque vous mettez en place des processus de gestion de l'IJSS au fil de l'eau et du recouvrement, de pouvoir intégrer ça correctement avec les calendriers de paye qui aujourd'hui ne peuvent pas facilement évoluer. Troisième clé, pour éviter des pertes, ça c'est simple, il faut vraiment traiter au fil de l'eau. Donc je le répète, c'est important. Donc je vous ai mis dans ce graphique-là, vous voyez la courbe bleue, c'est la courbe réelle entre le moment où l'absence est déclarée et ensuite on va aller jusqu'à 27 mois qui sont finalement le délai de prescription de la CPM. Donc on voit que naturellement, pratiquement sur les 8 premiers mois, donc le remboursement est assez important et ensuite plus l'arrêt est ancien, plus ça va être compliqué de pouvoir récupérer ces montants-là.
Et la courbe théorique, celle qui est grise, c'est une courbe théorique et qui montre en fait une organisation et un suivi au fil de l'eau et régulier. Et là, on voit bien qu'avec ce suivi au fil de l'eau et régulier, même les arrêts qui sont très compliqués, comme on a fait des actions régulières, on sait ce qu'il y a à faire dessus, le remboursement interviendra in fine avant les 27 mois de prescription. Donc pour résumer, pour avoir un taux de recouvrement optimum, moi ce que je vous conseille, c'est d'être assidu dans votre traitement, de vraiment mettre en place une organisation des processus dédiés pour pouvoir faire des actions au plus tôt. Et dans nos astuces aujourd'hui, puisqu'on parlait de KPI, c'était l'objet de notre première question, c'est de mettre en place le précompte de l'IJ. En effet, ce précompte de l'IJ, ça peut vous paraître une avance de trésorerie, mais aujourd'hui, le précompte de l'IJ vous permet surtout de savoir ce qui a récupéré. Et c'est un bon point de comparaison entre ce que vous avez avancé et ce qui reste à récupérer par rapport à ce qui a déjà été remboursé par la CPR. Et ça a un impact aussi sur le montant des charges patronales Alors ce vis-à-vis des précompte, en entreprises effet, qui ne tout à pratiquent fait. pas. Alors ça a un impact aujourd'hui. En effet, lorsque vous avez du précompte, le fait de passer l'absence en paye va venir diminuer votre brut soumis. Donc au niveau des charges, vous allez avoir au moment du traitement de l'absence en paye un impact sur des charges patronales qui seront diminuées. Les structures aujourd'hui qui ne pratiquent pas de précompte et qui finalement passent l'IJSS en paye au moment de la réception vont avoir cet allègement de charges au moment de la réception. Mais si l'IJSS est remboursé très tardivement, donc sur des années et des exercices postérieurs, voire n'est pas remboursé du tout, finalement, au niveau charges, vous allez payer plein pot 100% sur le salaire du collaborateur. Clé numéro 4, et celle-ci est importante, elle revient un peu à ce que je vous expliquais sur le côté pédagogie, c'est très important de pouvoir communiquer les règles auprès des collaborateurs, auprès des IRP aussi, parce que ça peut être un relais aussi des équipes paye sur certaines questions collaborateurs. Donc cette communication, pour nous, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, dans nos recommandations, c'est de pouvoir faire ça régulièrement, à minima une fois par an, mais nous, on recommande plutôt de faire ça tous les 6 mois, sur des communications spécifiques qui sont faites pour pouvoir rappeler aux collaborateurs ses obligations. Certains collaborateurs n'ont jamais été en arrêt, c'est la première fois qu'ils sont en arrêt, ils peuvent être perdus sur qu'est-ce que je dois faire avec mon volet 1, volet 2, volet 3, et surtout quels sont les délais pour pouvoir les envoyer. Alors on sait tous aujourd'hui, ceux qui traitent de l'absence et qui travaillent en paye, que tout est inscrit sur le verso de l'arrêt de travail. Mais très peu de personnes, lorsqu'ils sont malades, vont regarder ce qui est écrit en caractère 5 au verso. Ils sont préoccupés par leur absence. Donc cette communication est très importante. Et ensuite, nos recommandations aussi, c'est de pouvoir vérifier à chaque embauche aussi de vos collaborateurs qu'ils ont déjà fait les démarches pour être affiliés au bon régime de sécurité sociale. Donc on le voit aujourd'hui pour ceux qui, par exemple, travaillent dans le domaine agricole, qui étaient affiliés à la MSA, qui ensuite sont embauchés sur une entreprise de droit privé rattachée au régime général, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller faire leur rattachement et les démarches auprès de la CPM. Et ensuite, on a beaucoup de collaborateurs aujourd'hui avec le télétravail et avec les mobilités qui vont changer de département et qui oublient tout simplement de faire leur démarche auprès de la sécurité sociale. Donc c'est important de pouvoir faire ces communications-là auprès des collaborateurs. Et il y a un point spécifique sur la communication qu'on a voulu vous présenter sur la clé numéro 5, qui est sur la sensibilisation aujourd'hui de vos collaborateurs sur les prescriptions de nouvel arrêt, donc les prolongations d'arrêt initial, qui peuvent intervenir après le week-end. Donc il y avait une pratique de la CPM sur les années antérieures où lorsque l'arrêt était prescrit le lundi matin, et que la pathologie était la même que son arrêt précédent, ils avaient tendance à estimer que finalement le week-end était une prolongation de facto. Aujourd'hui, on se rend compte que si l'arrêt initial finit le vendredi et que votre collaborateur a passé son week-end à la maison et a décidé d'aller voir son médecin le lundi matin, la CPM va automatiquement déterminer que si l'arrêt n'a pas été daté pour un démarrage au samedi, elle considérera que c'est un nouvel arrêt initial. Donc elle va appliquer à nouveau 3 jours de carence. Donc ça, c'est assez important dans vos communications de pouvoir sensibiliser ça. Donc on le voit maintenant aujourd'hui pratiquement systématiquement en 2023, de plus en plus de CPM au niveau national finalement appliquent ces 3 jours de carence sur ces absences-là. Et clé numéro 6, donc mettez en place une veille dédiée. Donc ça, c'est très important. C'est de rapprocher régulièrement vos indemnités. Donc vous pouvez pouvoir vérifier ce qui a été payé, donc en allant récupérer les bordereaux, et de pouvoir vérifier ce que vous avez avancé, donc pour pouvoir savoir finalement quels sont les écarts.
Ensuite, une fois que les écarts sont identifiés, il faut contacter les CPM. Aujourd'hui, on sait qu'un contact CPM, c'est 45 minutes d'attente. C'est vrai que c'est très long, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour savoir finalement qu'est-ce qui bloque. Même chose sur les MSA, donc il faut les contacter avec la particularité, c'est que la MSA, c'est l'établissement d'affectation et la CPM, c'est celle du département de domicile du collaborateur. Ensuite, il faut mener les actions en paye ou auprès du collaborateur pour débloquer les versements. Alors, soit faire des DSN, donc on l'a vu sur le conseil, sur la clé numéro 1 avec les différentes causes de blocage, soit relancer vos collaborateurs lorsqu'ils n'ont pas finalement suivi leurs obligations liées aux arrêts de travail. Et puis, le dernier qui est pour moi le plus important, c'est de vous doter d'un outil de réconciliation. Alors, on le met en automatique parce qu'aujourd'hui, des solutions existent. À minima, c'est de pouvoir vous doter d'un outil qui permet de savoir ce que vous avez avancé en paye, de pouvoir vous récupérer les bordereaux CPM sans avoir à vous connecter et idéalement, sur les outils existants, de pouvoir faire le rapprochement entre ce que vous avez avancé en paye et ce qui a été remboursé pour pouvoir vous identifier très simplement et très rapidement les écarts pour pouvoir contacter les CPM sans avoir à faire tout ce travail de réconciliation en amont. Et dernière clé, qui est peut-être la moins réjouissante finalement de celle que je vous présente aujourd'hui, qui est de prendre des mesures coercitives. Donc aujourd'hui, une bonne gestion et en fait finalement un bon taux de recouvrement, comme on peut le voir, qui est plus de 99% du montant des IJ, ne s'arrête pas tout simplement à un bon suivi, une relance collaborateur. Elle va au-delà finalement pour prendre ces mesures-là auprès de collaborateurs qui finalement ne font pas le travail et ne font pas les actions nécessaires. Donc on peut penser par exemple à un arrêt de travail qui n'a pas été envoyé à la caisse d'assurance maladie. Donc vous pouvez faire une, voire deux, voire trois relances, mais ensuite il faut que ces relances soient suivies finalement d'une sanction auprès du collaborateur qui est tout simplement la reprise de l'avance d'IJ qui a été faite. Malheureusement, on constate que si ces mesures coercitives ne sont pas mises en place, finalement, le succès et l'optimisation du taux de recouvrement ne sera pas optimum, puisque les collaborateurs se rendront compte qu'au final, toute relance ne sera pas suivie de fait de la part de l'employeur. Et si une bonne communication a été faite, ce qu'on a vu dans les clés précédentes, finalement les mesures coercitives sont bien comprises par l'ensemble des collaborateurs, puisqu'au final ils se rendent compte que dans le cheminement de gestion de l'absence, chacun a sa part de responsabilité et qu'au final, l'avance d'IJ que vous pouvez faire dans le cadre de précompte, c'est tout simplement une avance en attendant d'avoir un remboursement. Et si le remboursement n'intervient pas, comme c'est précisé finalement aussi dans les conventions collectives, vous êtes en droit de pouvoir reprendre cette avance-là. Et c'est avec la mise en place de ces différentes clés qu'on vous a présentées aujourd'hui que vous pourrez avoir finalement un taux de recouvrement qui sera optimum et qui, nous, finalement, le taux de recouvrement optimum est au-delà de 97-98% de taux de recouvrement aujourd'hui. C'est ce qu'on constate et c'est finalement c'est la cible à atteindre. Il y a un élément, Christian, peut-être qu'on aurait pu rajouter là, hein, c'est d'analyser lors du départ du collaborateur et sur le solde de tout compte, de faire éventuellement une reprise d'IJ aussi sur le solde de tout compte. C'est ça, tout à fait. Donc les mesures coercitives, ce n'est pas seulement pour les relances ou autres, c'est de pouvoir faire cette analyse-là. Mais cette analyse-là est nécessaire, en fait, nécessite une mise en place d'un outil de réconciliation, que ce soit et nécessite aussi un suivi régulier. Mais aujourd'hui, en effet, Nicolas, cette question est très importante parce que votre collaborateur, une fois que le solde de tout compte est validé, vous n'avez plus aucune possibilité de récupérer le montant des IJ. Et c'est pour ça que ce travail au fil de l'eau est très important parce qu'on a toutes les entreprises aujourd'hui ont un turnover plus ou moins important, donc c'est important de pouvoir faire ça tant que le collaborateur est encore présent. Très bien, merci beaucoup Christian. Et voici notre second sondage. On vous pose cette question. Dans votre structure, quelle proportion de leur temps passent vos gestionnaires de paye au recouvrement de vos IGSS? Le sondage va maintenant s'afficher dans votre écran et nous vous laissons quelques secondes pour y répondre. Très bien, une grosse tendance se dessine déjà. Nous vous laissons encore quelques instants pour répondre à cette question très importante finalement sur le recouvrement des IGSS.
Très bien, le sondage est maintenant terminé. Nous allons vous partager les résultats de ce sondage. Celles-ci vont s'afficher sur votre écran et je laisse nos experts vous les commenter. Christian, si tu permets, et Alexandra, je vais analyser, enfin, faire quelques commentaires sur ces taux. C'est important, enfin, j'imagine que des gestionnaires de paye, ça va à peu près le temps qu'ils y passent. Ce qui est par ailleurs aussi important, c'est que des responsables paye ou des DRH puissent s'intéresser à ce sujet. Après, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse sur ce sujet-là. Il n'y a pas de surprise non plus en la matière, hein. On l'a vu et tu l'as dit, Christian. On l'a déjà dit, on estime la charge à peu près à 1 ETP, hein, pour 500 000 € d'IJ subrogé à l'année. Donc il y a une corrélation bien sûr avec la volumétrie du nombre d'absences, avec le taux d'absentéisme. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sont performantes, qui obtiennent des bons taux de recouvrement supérieurs à 90, à 95, 97%, ça se traîne en fait à un suivi rigoureux, journalier, voire hebdomadaire, et puis qu'elles se dotent d'outils de rapprochement, de réconciliation d'IJ, comme tu l'as évoqué, Christian, pour identifier les écarts. Et il reste que les appels CEPAM, comme tu as dit, restent indispensables pour débloquer les dossiers, connaître les causes de blocage. Et là, il faut s'armer de patience et de courage. Et effectivement, certains DRH ont statué pour une externalisation pour ces raisons-là. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Nous allons passer à présent aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et nous avons déjà des questions pour vous, Christian et Nicolas. La première que je vous pose, c'est, vous avez parlé d'outils de réconciliation d'IJ, mais de quoi s'agit-il vraiment? Je vous laisse répondre à cette question. Ouais, je vais prendre la réponse, mais tu l'as déjà évoqué, Christian. C'est simple. Mais comme nous, à un moment donné, on a souhaité automatiser le traitement et le plan de relance. Donc, on travaillait sur Excel, comme certains d'entre vous, sûrement. Et effectivement, on a construit notre propre outil, mais il y en a sur le marché, qui permet en fait de mettre en face de votre précompte, en face de chaque absence, de chaque collaborateur, le montant à terme, et effectivement sous 20 jours, 30 jours, le montant réellement versé par la CEPAM pour chaque arrêt. Et donc en fait cet outil de réconciliation automatique, on va dire qu'il va télécharger de façon automatisée les bordereaux sur les comptes d'entreprise, de façon à, au lieu de les ressaisir dans un tableau Excel, mais il vous le fait apparaître en face de l'absence du collaborateur. Et en ça permet toute cette phase d'analyse et de gagner du temps là-dessus, qui a une faible valeur ajoutée. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Une deuxième question pour vous. Pratiquer le précompte des IJ ou pas, mais quel impact cela aura sur mon entreprise? Je vous laisse y répondre. Je vais peut-être prendre la réponse. Alors, on a déjà commencé à apporter quelques éléments de réponse sur les différentes clés. Alors, pratiquer le précompte, pour moi, ça a un premier avantage, c'est que ça simplifie aussi les KPI de suivi, puisque en fait, finalement, c'est d'avancer le montant des IJ en paye pour pouvoir avoir un objectif chiffré de ce qu'on doit récupérer. Après, aujourd'hui, l'impact premier qu'a le précompte versus le non-précompte, c'est qu'au moment où l'IJ est passé en paye, finalement, elle va diminuer le brut soumis. Et cette diminution de brut soumis au moment de l'absence va induire aussi une diminution des charges patronales qui seront payées sur le mois en question. Sans précompte, donc il va avoir dans ce cas-là un passage d'IJSS à réception du paiement CPM ou MSA. Et dans ce cas-là, cette diminution peut intervenir sur les mois, voire peut-être même une année à pratiquement 2 ans plus tard. Et pour les IJ qui ne seront jamais remboursés, ça équivaut tout simplement à payer plein pot les charges patronales sur un salaire complet. Donc il y a un impact qui est réel sur le montant de charge qui est payé à l'année par l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Vous nous avez aussi demandé si vous pouviez avoir le lien de rediffusion et en effet, à la fin de cette session, un email vous sera envoyé avec le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation au format PDF.
Nous avons une troisième question qui vient d'arriver. Bonjour, la CPAM de la Gironde a mis en place des rendez-vous téléphoniques depuis juillet 2023 pour le recouvrement des IJ suite à des réclamations non traitées demandées sur le site d'Amélie. Avez-vous plus d'informations à ce sujet? Alors, Nicolas, je vais peut-être prendre la Ouais, je t'en réponse. prie. Alors en effet, vous avez la possibilité, lorsque vous faites des relances et des appels à la CPM, de pouvoir prendre des rendez-vous. Donc c'est, on va dire, une des pratiques assez nouvelles de la part des CPM qui vous permet de les contacter. Donc ça nécessitera de toute façon un premier appel avec un temps d'attente plus ou moins long. Mais ensuite, il suffira de demander une prise de rendez-vous qui vous permettra d'avoir, à une date qui sera communiquée par la CPM, un créneau d'1 heure pour pouvoir échanger sur vos dossiers. Donc, c'est une des solutions qui permet de pouvoir échanger sur plusieurs dossiers à la fois, puisqu'un appel CPM aujourd'hui ne vous permet finalement d'échanger que sur 1 à 3 dossiers maximum. Et en fait, voilà, c'est assez simple, mais il suffit tout simplement d'appeler la CPM comme si vous souhaitiez faire une relance classique et de demander à prendre un rendez-vous. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Christian, pour ces éléments de réponse. Nous allons terminer avec une dernière question que je lis pour vous. Je ne pratique pas la subrogation, mais j'envisage de le faire en 2024 pour les congés maternité. Est-ce compliqué? Alors déjà, je vous félicite de le faire car c'est un réel avantage pour vos collaborateurs. Et du coup, je vous invite à suivre notre deuxième webinaire sur les IJ prévoyance qui se déroulera le 17 novembre prochain et notre troisième webinaire qui se déroulera le 24 novembre prochain sur la subrogation qui portera du coup justement sur les règles à suivre pour mettre en place une subrogation efficace et performante et vous donnera quelques astuces et quelques bonnes pratiques. J'ai une dernière question et après nous conclurons ce webinaire. Que faire quand un collaborateur est en sortie et que j'ai des IGSS à récupérer? Je vous laisse répondre, Nicolas, Christian. Je vais peut-être prendre cette Vas-y, réponse-là. c'est pour Alors toi. malheureusement, c'est ça. Malheureusement, là, on est sur le cas de figure le plus compliqué. C'est pour ça qu'on échangeait tout à l'heure sur la nécessité de faire un suivi au fil de l'eau pour pouvoir anticiper dans le cas d'un solde de tout compte. Lorsque votre collaborateur est sorti aujourd'hui, la récupération est très compliquée. Donc vous pouvez de toute façon leur envoyer des courriers pour leur demander de remboursement. Malheureusement, en général, c'est pas suivi de fait. On a eu, alors par le passé, mais c'est en général assez compliqué de pouvoir faire un bulletin négatif pour pouvoir passer une reprise d'IJ. Mais alors ça nécessite de réouvrir finalement le dossier du personnel en paye. Et cette pratique-là, enfin en tout cas, moi sur plusieurs années d'accompagnement d'entreprise, je l'ai rarement vue. Et après, le dernier cas, mais celui-ci en général, c'est ce qu'on recommande pas parce que c'est des procédures très longues, c'est de faire une procédure contentieuse auprès du collaborateur pour une reconnaissance de dette. Mais après, bon, ça c'est l'arbitrage doit se faire au sein de vos structures, doit se faire aussi en fonction du montant. Mais comme le disait Nicolas en tout début de webinaire sur le contexte, inévitablement vous aurez des pertes. Et l'idée aussi d'avoir un suivi régulier, c'est de minimiser ces pertes-là. Et finalement, cette question-là, c'est une des pertes aujourd'hui les plus régulièrement constatées sur des collaborateurs qui sont partis et pour lesquels finalement aucune action n'a été réalisée tant qu'ils étaient encore au sein de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup Christian. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie Nicolas et Christian pour ce webinaire très intéressant sur le recouvrement des IGSS et les clés de succès. Et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous sur notre webinaire numéro 2 le 17 novembre prochain et sur notre webinaire numéro 3 le 24 novembre prochain de 9h à 9h45 sur cette même plateforme. Toutes les informations vous seront communiquées par mail. Donc, nous vous donnons rendez-vous très vite et nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.